Patrick Pazin, bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes un ancien élève d'une grande école de commerce appelée l'ESSEC, donc qui produit des esprits formatés, mais pas seulement, la preuve. Vous êtes un éditeur indépendant, on peut dire votre propre patron, de Talma Édition, que vous pouvez trouver donc sur novimondi.com. Vous pouvez voir tous les ouvrages publiés et vous les trouvez également dans toutes les bonnes librairies, évidemment pas dans les mauvaises. Alors, je voulais aborder un sujet grave qui nous préoccupe, cette guerre qui toque à nos portes et dont nous ne voulons absolument pas, c'est bien clair. Donc, je voulais d'abord parler d'une sortie importante qui a été très peu évoquée en Occident, évidemment. En 2019, Alexis Arestovitch, conseiller en chef de Zelensky, a révélé dans un entretien filmé, bien sûr, que, je cite, « le prix demandé pour que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN, c'est d'entamer une grande guerre avec la Russie. » То есть, если Украина получает ПДЧ в НАТО, то тогда мы можем говорить о каких-то сроках прекращения войны. Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию для того, чтобы нас неохотно брали. То есть Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО? Конечно, Россия, не НАТО. Мы не они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО. Перестали быть интересны, как разваленная территория. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Вот и вся вилка, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирайте Зеленского. Подождите, а теперь если поставить чашу на весах, а что лучше в таком случае? Конечно, крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией. Today, we mark 2 years since Russian tanks rolled into Ukraine, starting the biggest war in Europe since World War II. Let me begin by honoring all those brave Ukrainians who have fallen or been wounded in defense of their homeland. The situation on the battlefield remains extremely serious. President Putin's aim to dominate Ukraine has not changed, and there are no indications that he is preparing for peace. But we must not lose heart. Ukraine has demonstrated remarkable skill and fierce determination again and again. Ukraine did not collapse in weeks, as many feared it would. You have recaptured half of the territory seized by Russia, pushed Russian back from large part of the Black Sea and inflicted heavy losses on the Russian forces. Above all, Ukraine retains its freedom and independence. This has been made possible by your courage and resolve, enabled by major military and economic support from NATO allies. Just in the past days and weeks, NATO allies have announced new packages of aid worth billions of dollars. These cover key capabilities like artillery ammunition, air defense and combat boats, as well as F-16 equipment and spare parts, drones and the mining equipment. More support is on the way. President Putin started this war because he wanted to close NATO's door and deny Ukraine the right to choose its own path. But he has achieved the exact opposite. Ukraine is now closer to NATO than ever before. We are helping to make your forces more and more interoperable with allies. We will open a new joint analysis, training and education center in Poland together. And we are deepening our political ties through the NATO-Ukraine Council, where we consult and make decisions together. Ukraine will join NATO. It is not a question of if, but of when. As we prepare you for that day, NATO will continue to stand with Ukraine for your security and for ours. Alors nous allons aller droit au but. Monsieur Pazin, vous portez plainte en votre nom propre et non pas contre X, donc contre ce monsieur, qui est le secrétaire général de l'OTAN. L'OTAN, je le précise, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord,
Et ce monsieur, donc ce secrétaire général, est le Norvégien Jens Stoltenberg, qui est ancien Premier ministre. Il a été Premier ministre pendant 10 ans dans son pays, la Norvège, et il est membre du Parti travailliste de son pays. Pour quelle raison portez-vous plainte? Alors, merci déjà pour votre invitation. Je vais faire une parenthèse. Non, les sectes ne forment pas que des esprits formatés. C'est dur pour eux. Et puis c'est pas... Alors, trêve de plaisanterie, effectivement. Pourquoi une plainte contre Jens Stoltenberg? Parce qu'en fait, cet homme avait le pouvoir d'empêcher la guerre en Ukraine, et au contraire, il l'a attisée. Et au regard de l'histoire, effectivement, ça n'est pas fréquent qu'un seul homme puisse empêcher la guerre. Et ben lui, ma foi, maintenant, il sera face à sa conscience. D'ailleurs, je trouve ces derniers temps, c'est comme s'il avait pris, je le trouve moins épanoui qu'il aurait pu l'être il y a quelques années. Comme si, effectivement, le poids de sa culpabilité commençait à faire son œuvre. Parce que, en tout cas, en tant que secrétaire général de l'OTAN, je le redis, c'est un des postes les plus importants, c'est l'un des fonctionnaires avec le plus de responsabilité dans le monde. Et de savoir que cet homme pouvait empêcher la guerre et qu'il ne l'a pas fait, au contraire qu'il l'a attisé, oui, forcément, il va devoir faire face à sa conscience. Alors, à la limite, ça, c'est pas notre problème, je veux dire, c'est le sien. En revanche, nous en payons un prix élevé. Alors, évidemment, d'abord les Ukrainiens, parce que personne ne voit de fin pour l'instant à cette tragédie. Mais on le voit bien, toute l'Union européenne en paye un prix exorbitant. Enfin, je veux dire, alors, on ne nous a pas demandé notre avis. Alors, on pourrait dire oui, mais comme d'habitude. Mais en fait, si nous faisions aujourd'hui un référendum en France, êtes-vous pour les aides exorbitantes? Alors évidemment, si on emploie le mot exorbitant, le public dira nous sommes contre, mais êtes-vous prêt à continuer de soutenir l'Ukraine tel que nous le faisons actuellement? Moi, ça me paraît évident qu'une large partie de la population, qui pourtant est désinformée sur cette question de la guerre en Ukraine, et donc c'est aussi un des objets de la plainte, c'est alors ce serait prétentieux de remettre les pendules à l'heure, mais en revanche, au moins, ça permet déjà de voir si ce que j'avance, basé sur des faits, sur des réalités. Alors d'ailleurs, vous le savez, je n'emploie jamais le mot de vérité, donc basé sur des faits, sur des réalités. Est-ce que, une nouvelle fois, on ne nous aurait pas menti? C'est-à-dire que on nous a menti sur le Covid, on nous ment sur le climat d'une façon, c'est n'importe quoi. En tout cas sur les causes, comme si le climat depuis des siècles il faisait chaud l'été et il faisait froid l'hiver et que depuis 50 ans c'est fini à cause du CO2. Surtout qu'en plus on sait qu'il y a eu des périodes où il y avait beaucoup plus de CO2 sur Terre qu'aujourd'hui et les températures, voilà. Donc on nous ment ils ont menti sur le Covid. Puisqu'ils ont essayé de nous faire croire que c'était la rencontre non sollicitée entre un pangolin et une chauve-souris qui avait généré le Covid. Ils nous mentent sur le climat et ils nous mentent sur la guerre en Ukraine. Donc, à un moment, nous devons nous dresser pour dire stop à vos mensonges, parce que ça détruit nos vies. Enfin, je veux dire, au-delà de celle des Ukrainiens, nous aussi, la pauvreté s'étend à une vitesse... elle est en son manteau, la pauvreté est en son manteau sur toute la France. D'ailleurs, s'agit-il d'une aide apportée à l'Ukraine ou plutôt d'une aide apportée au conflit en Ukraine? Je trouve votre remarque est excellente. C'est effectivement une aide à la guerre en Ukraine, c'est-à-dire il faut que cette guerre dure le plus longtemps possible. Et pourquoi? Parce que, en fait, si elle s'arrêtait aujourd'hui, incontestablement, la Russie aurait triomphé. Encore une fois, il faut être un expert de plateau de télévision pour nous faire croire que si l'Ukraine va battre la Russie,
On a vu ce qu'il en était de la contre-offensive. Enfin, de toute façon, réellement, quand on suit les événements des deux côtés, parce qu'effectivement, on sait très bien qu'en période de guerre, il y a de la propagande des deux côtés. De toute façon, ça fait un moment que l'Ukraine a perdu cette guerre. Et d'ailleurs, n'oublions pas que le président Zelensky, fin mars 2022, donc un mois après le déclenchement de l'opération militaire spéciale par la Russie, les Russes et les Ukrainiens donc, avaient mené des négociations, notamment à Istanbul, et les deux parties étaient proches d'un accord. C'est-à-dire que fin mars 2022, les Russes et les Ukrainiens étaient proches d'un accord. Alors oui, l'Ukraine aurait perdu le Donbass, mais là, qu'est-ce qu'il va lui rester à la fin de cette guerre? Elle est exsangue, il lui manque des hommes. L'idée serait d'aller chercher des hommes ailleurs. Ah ben, bien sûr, ils n'ont plus suffisamment de soldats. Donc, où est-ce qu'il y a des soldats pas très loin? Il y en a en Ukraine, il y en a plus en Ukraine, il y en a en Pologne, il y en a dans les pays baltes, il y en a en Allemagne, il y en a en France. Et ça, c'est totalement exclu parce que, d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et je rebondis sur votre question que je trouve vraiment excellente en disant est-ce que nous aidons l'Ukraine ou est-ce que nous aidons le conflit en Ukraine, c'est-à-dire le fait qu'il perdure. C'est justement l'objet de cette plainte, c'est de dire stop, il faut négocier maintenant et le plus tôt sera le mieux. C'est la seule façon d'aider l'Ukraine. À quel moment ce monsieur Stoltenberg a raté l'occasion rêvée de mettre fin à cette boucherie? Alors, clairement, le 19 janvier 2022, donc, alors je vais être bref, hein, enfin je vais essayer d'être bref. Donc en fait, mi-décembre, les Russes font une proposition de traité à l'OTAN et une proposition de traité aux États-Unis. Clairement, les conditions ne sont pas acceptables. Mais dans des négociations, on met la barre très haut et puis on voit comment on peut se rapprocher. Bon. Donc ça, c'est mi-décembre. Le 16 janvier, il y a une conférence de presse à la Maison-Blanche où Joe Biden, le président Biden, a une question d'un journaliste qui lui demande si la Russie va envahir l'Ukraine. Il dit oui. Il dit oui, Poutine va le faire. Il va nous tester et il en paiera un prix très lourd. Donc, très bien, on connaît déjà l'issue de ce que va faire Poutine, selon Joe Biden. Et là, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les médias anglo-saxons fixent la date d'invasion de l'Ukraine par la Russie dans la nuit du 15 au 16 février. Donc, d'ailleurs, je ne connais pas d'autres cas, il y en a certainement d'autres, mais où c'est l'assailli, ou le futur assailli, qui dit je vais être attaqué dans un mois exactement, dans la nuit du 15 au 16 février. Et nous avons même une déclaration du bureau présidentiel du président Zelensky, donc, qui dit on nous dit que nous allons être attaqués dans la nuit du 15 au 16, nous en ferons un jour d'unité, on fera jouer les fanfares, etc., etc. Bon. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que alors les Russes disent non, nous on n'a pas de raison d'envahir l'Ukraine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la nuit du 15 au 16 février, et je reviendrai à Stoltenberg après, enfin, dans la nuit du 15 au 16 février, la Russie n'envahit pas l'Ukraine. Donc en fait, toute la sauce, la mayonnaise qui avait été montée, en fait, s'avère, enfin, ce que l'OTAN attendait, l'OTAN, le bloc occidental attendait, voire préparait, ne se produit pas. Et donc, que se passe-t-il à ce moment-là? Les bombardements des forces armées ukrainiennes contre les populations civiles du Donbass, qui étaient quasiment tombés, pas à zéro, mais enfin c'était peu, donc commence à exploser en nombre, au propre au figuré d'ailleurs, le 16 février. Et donc jusqu'au 22 février,
il y a, ça c'est l'OSCE qui le dit, donc l'Organisation de sécurité et de coopération pour l'Europe, en Europe, il y a jusqu'à 2000 explosions par jour, dont évidemment à l'arme lourde, contre des populations civiles. Donc ça, en matière de droit, c'est contre les conventions de Genève, notamment le protocole numéro 2 de 1977 qui interdit d'attaquer les populations civiles. Évidemment, c'est contraire à tout le droit international, la Charte des Nations Unies, la Convention, donc ça c'est la résolution 96 de l'ONU, la Convention sur la répression, enfin la prévention et la répression du génocide, etc., etc., ou même l'article 8 bis ou 8 du statut de Rome sur les crimes de guerre. Enfin, et les Russes reconnaissent face à cette flambée de violence contre les populations civiles, donc le 15, en fait, c'est le lundi, 15 février. Le vendredi, donc nous sommes le 19, il y a jusqu'à 2000 bombardements par jour. Et les Russes vont, enfin les deux républiques vont, en accord avec la Russie, mettre à l'abri 100 000 personnes, vont évacuer 100 000 personnes du Donbass à Rostov, donc de l'autre côté de la frontière, parce qu'elles subissent des bombardements quotidiens, enfin dans des proportions qui sont inacceptables. Et rappelons, enfin en tout cas, sauf erreur de ma part, à ce moment-là, je n'entends personne, que ce soit le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, dont nous allons reparler, Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Je n'entends pas non plus M. Guterres, secrétaire général de l'ONU, M. Charles Michel, président du Conseil européen. Je n'entends pas le président Macron, le chancelier Scholz, qui sont pourtant les deux pays garants des accords de Minsk. Boris Johnson également. Oui, Boris Johnson, on sait que justement, quand les accords d'Istanbul fin mars 2022 n'ont pas abouti, oui, Boris Johnson, pour le compte de l'OTAN, a joué le rôle en disant « vous ne pouvez pas passer d'accord avec la Russie ». Donc on le sait d'où vient en fait, ça fait cette boucherie, pour reprendre votre mot, n'aurait jamais dû avoir lieu. Premièrement, Jens Stoltenberg ne l'avait pas alimenté, et je vais y revenir, puisque c'était votre question de base. Deuxièmement, si effectivement, aujourd'hui on veut nous faire croire que l'Ukraine était souveraine, si l'Ukraine avait été souveraine, le président Zelensky aurait signé un accord avec le président Poutine, enfin au nom de la Russie, au nom de l'Ukraine. Donc oui, l'Ukraine aurait indubitablement perdu le Donbass. Ce qui n'est pas rien d'ailleurs, parce que je n'entends jamais parler de ce point-là, mais le Donbass est riche. Alors, on sait qu'il y a une riche tradition industrielle. D'ailleurs, on va dire l'essentiel de l'industrie ukrainienne est dans le Donbass. Mais en fait, il y a parmi les plus grosses réserves de gaz de schiste dans le Donbass. Alors, il y en a aussi de l'autre côté, du côté de Lvov ou Lviv, sur laquelle, dans cette zone sur laquelle lorne la Pologne. Et donc, évidemment, historiquement, il y a une partie de cette zone qui a appartenu autrefois à la Pologne. Mais nous savons qu'il y a les deux régions où il y a énormément de gaz de schiste, probablement les premières ou deuxièmes réserves d'Europe, tout dépend si on compte la Russie dedans ou pas. Si on ne la compte pas, normalement, ce sont les premières réserves de gaz de schiste en Europe, se trouvent à l'ouest, donc du côté de Lvov, Lviv, sur laquelle lorgne la Pologne, et dans le Donbass. C'est un gaz de schiste semblable au gaz de schiste américain ? Oui. D'accord. Donc, d'ailleurs, les habitants du Donbass se sont déjà exprimés à plusieurs reprises contre cette exploitation. Donc, évidemment, alors je me souviens plus, je sais que il y a Chevron, et puis il y a une autre compagnie, alors je sais pas si c'est Shell, il me semble que c'est Shell, mais je n'en suis pas sûr. Donc, il y en avait une qui avait signé les accords à l'est, l'autre qui avait signé les accords à l'ouest. Donc, déjà, des accords avaient été signés. Et la population du Donbass, je me souviens, à un moment, s'était exprimée contre cette exploitation, parce que on sait les dangers que représente la fracturation
des couches. Enfin, c'est d'ailleurs aux États-Unis, j'avais lu un rapport de l'USGS qui s'occupe justement de tout ce qui est géologique, qui avait noté que dans il me semble c'est au Nevada ou en Oklahoma, il y avait des séismes qui n'existaient pas auparavant. Eh bien, forcément, quand vous fracturez les couches rocheuses pour en extraire le gaz, que vous mettez des produits chimiques extrêmement toxiques pour pouvoir extraire ce gaz, eh bien oui, forcément, et puis en plus vous enlevez le gaz qui est là depuis très longtemps, donc qui génère un équilibre. Il y a plus ce gaz, il y a des séismes, non, c'est plutôt en Oklahoma en fait. Et donc les habitants du Donbass s'étaient opposés farouchement à toute exploitation de gaz de schiste dans leur pays. Et d'ailleurs, l'armée ukrainienne a commencé aussi ses attaques à ce moment-là. Donc ça, effectivement, on n'en entend jamais parler, mais et je crois même, j'ai vu passer, mais je n'ai pas vérifié, je me demande même s'il n'y a pas des réserves de lithium. Donc, gaz de schiste plus lithium, cela donne matière à générer des guerres, évidemment. Oui, l'Ukraine est un terrain de jeu et un pays riche en matières premières. Ah ben oui, d'abord l'Ukraine a parmi les sols agricoles les plus fertiles avec le tchernozem. Enfin, vous savez donc oui, c'est l'Ukraine en paix serait un pays riche, évidemment, puisque il y a une tradition industrielle, il y a une tradition agricole. Et puis il y a les accès à la mer. Enfin, Odessa. Oui, mais alors ils ont déjà perdu l'accès à la mer d'Azov. Et moi, ça me paraît évident que si la guerre continue, c'est un cadeau qui est fait à la Russie et elle va pas se priver de le prendre. Je suis convaincu qu'elle ira jusqu'à Odessa. D'ailleurs, Odessa, en fait, c'est une ville d'origine russe, puisque c'est Catherine II, en 1794, qui avait, par un oukaz, qui avait ordonné la création d'Odessa. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le développement d'Odessa est dû à un Français qui a été gouverneur d'Odessa, donc il me semble de 1804 à 1809 ou 10, enfin quelque chose comme ça. Et c'était Armand Duplessis de Richelieu. Donc en fait qui a mis en valeur Odessa, puis après bon il a arrêté ses fonctions et puis la Russie l'a développé, mais oui c'est incontestablement, indubitablement c'est une ville russe. Et en plus stratégiquement, à partir du moment où il y a la flotte de la mer Noire russe qui est là-bas, donc les Russes ont tout intérêt à récupérer Odessa, ce qui ferait que l'Ukraine n'aurait plus du tout d'accès maritime. En parlant d'Azov, Vladimir Poutine, dans plusieurs de ses interviews, dit que cette guerre a pour but, enfin cette opération spéciale, comme il l'appelle en Russie, a pour but principal, peut-être pas uniquement, mais de dénazifier l'Ukraine. Qu'en pensez-vous? Parce que je pense aux régiments d'Azov qui sont réputés pour être truffés de néo-nazis. Ah ben, ce sont des... Enfin, en France, nous n'avons que le gouvernement pour ne pas savoir qu'il y a des nazis en Ukraine. Quand Jean-Yves Le Drian était ministre des Affaires étrangères, il y a une sénatrice, c'est Nathalie Goulet, oui c'est Nathalie, enfin, j'ai un doute sur qui pose une question écrite, donc on le retrouve dans le journal officiel du Sénat, qui dit il y a des groupes néo-nazis de plus en plus importants en Ukraine, il y a des stands de démontage de Kalachnikov réservés aux enfants à Kiev. Or, je rappelle qu'à cette époque, nous sommes déjà garants des accords de Minsk. Donc, si on forme des enfants sur des stands de démontage de Kalachnikov, alors peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire des puzzles, d'accord, mais entre le puzzle et la Kalachnikov, peut-être qu'il y a d'autres activités qu'on peut réserver aux enfants. Et donc, le ministre des Affaires étrangères
des Affaires étrangères quand même, supposé connaître un peu la situation, répond, et c'est pareil, on trouve sa réponse dans le journal officiel du Sénat. Il dit non, il n'y a pas de nazis, il n'y a pas plus de néo-nazis en Ukraine qu'ailleurs dans les autres pays européens. Mais c'est un déni. Alors, soit nos services de renseignement sont tombés bien bas, ce que je ne crois pas un seul instant, soit il a été trompé, volontairement ou pas. Mais bien sûr qu'il y a des nazis, des néo-nazis en Ukraine depuis longtemps. D'ailleurs, c'est l'agence Reuters qui avait fait une évaluation. Alors, pour France Télévisions, c'était sur France 2, il y avait, en tout et pour tout, à l'échelle de l'Ukraine, il y avait 5000 néo-nazis dans ces milices. Oui, enfin, pour l'agence Reuters, c'était plus de 100 000. Hein. Les États-Unis ont décidé de se retirer lentement de ce conflit et de nous laisser, nous, l'Europe, finalement, y aller à leur place. Leur idée, c'est de nous récupérer ruinés et exsangues dans quelques années et de nous refaire le coup du plan Marshall. Ah, c'est un... Merci pour la question. Je vous en prie. En fait, quand on regarde la croissance économique des deux zones entre l'Union européenne et les États-Unis, et la Russie d'ailleurs, quand on compare, là, je viens de regarder les données c'était de la Banque mondiale, donc la croissance américaine étant l'économie américaine est en croissance. L'économie russe, alors là, est en croissance, c'est magnifique. Exponentielle. Oui. En revanche, les principales économies, parce que je n'ai pas regardé toutes les économies, mais les principales économies européennes, l'Allemagne en tête. L'industrie allemande qui souffre. Ah ben oui, vraiment, puisque par exemple l'industrie chimique a fait moins 23% le chiffre, enfin je sais pas si on se rend compte, la chimie allemande qui est quand même la chimie allemande, quoi. Enfin, j'ai pas besoin d'expliquer. C'est renommé. Oui, un peu, a perdu 23% de son chiffre d'affaires. Mais oui, parce que pour faire de la chimie, il faut du gaz, il faut du pétrole. À partir du moment où vous avez du gaz et du pétrole qui viennent en abondance à prix relativement compétitif, voire très compétitif de la Russie, vous pouvez avoir de la chimie. Mais à partir du moment où vous n'avez plus de sources d'énergie, on retombe au Moyen-Âge. Hein. Enfin, Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que le nombre d'entreprises centenaires en Allemagne ayant fermé leurs portes est colossal. Je vais reprendre un mot puisqu'il s'agit de l'Allemagne. Or, qui dit entreprise centenaire, ça veut dire que ce sont des entreprises qui ont survécu à 2 défaites mondiales, de guerre mondiale, parce que déjà, forcément, des entreprises en période de guerre mondiale sont, alors, sauf dans l'armement, bien sûr, mais ne sont pas en bon état. Mais les entreprises allemandes ont subi donc deux guerres mondiales avec une défaite à chaque fois. Et il y avait quand même des entreprises qui avaient résisté à tout ça. Et j'ai vu, là, beaucoup ont fermé leurs portes depuis 2022. D'ailleurs, les taux de faillite en France repartent à la hausse. Hein. C'est inévitable. Donc ce monsieur Stoltenberg ne veut pas... Jens de son prénom, oui. Jens ne veut pas mettre de frein à cette course folle vers un conflit il l'a même attisé. Mondial. Vous pourriez nous lire un paragraphe de votre plainte? Ou une partie? Oui, enfin... Alors, pourquoi je dis que il avait la possibilité d'empêcher la guerre, et pourquoi en fait non seulement il ne l'a pas empêché, mais il l'a attisé, et nous en payons tous le prix. C'est qu'en fait, le 19 janvier 2022, il donne une interview au Spiegel, donc le grand magazine allemand, et le journaliste lui pose la question en disant, mais au début des années 90, l'OTAN avait promis de ne pas s'étendre vers l'Est, donc en direction de la Russie. Ce que tout le monde sait depuis toujours. Enfin, je veux dire, et j'expliquerai après pourquoi tout le monde le sait depuis toujours. Vous évoquerez les accords de Minsk 1 et 2 et les mensonges liés à ces accords. Alors, non, mais même bien avant. Enfin, vous allez voir, malheureusement, c'est encore plus profond que ça. Plus ancien. Donc, en fait, le 19 janvier 2022, donc un mois avant la guerre,
3 jours après que les Américains aient annoncé que, enfin le président Biden ait annoncé que la Russie allait envahir l'Ukraine. Donc, il fait une interview au Spiegel, le journaliste lui posait des questions, etc. L'OTAN avait promis, s'était engagé à ne pas s'étendre vers l'Est, et il dit, c'est faux, ça n'existe pas, il n'y a jamais eu ce genre de conversation. Et il emploie même le mot, enfin l'équivalent allemand, en coulisses. Il dit, même en coulisses, ça n'existe pas, c'est faux. Puis il répète, c'est faux 2 fois. Ok, très bien. Sauf que, pourquoi ça c'est un mensonge? Parce qu'on nous dit, enfin du côté de l'OTAN, on nous dit, oui, mais vous comprenez, il n'y a pas d'accord écrit, signé. Oui, effectivement, Gorbatchev n'a pas signé de traité, mais à partir du moment où il avait eu les engagements qu'il a reçus, bon, on peut considérer qu'il a été naïf, ça, ok, ou qu'il ne s'attendait pas à ce que, de toute façon, enfin, comme vous le savez, il n'est plus de ce monde depuis très peu de temps. Mais en fait, pourquoi je dis que le mensonge est établi? Parce qu'en fait, sur le propre site de l'OTAN, il y a un document qui est l'extrait d'un discours du secrétaire général de l'OTAN de l'époque, donc de 1990, il est mort en 1994, Manfred Wörner, et Manfred Wörner dit alors je sais plus là, les assurances, les garanties de sécurité, oui c'est ça. Donc nous sommes engagés à ce que les armées de l'OTAN ne dépassent pas l'Allemagne, les frontières de l'Allemagne, ce qui donne de solides garanties de sécurité à la Russie. Et si M. Stoltenberg, pour sa défense, nous expliquait que oui, mais non, on n'a jamais promis aux Russes ceci, on ne s'est jamais engagé, c'était même pas une promesse, c'est un engagement, ben, il faudrait peut-être qu'ils consultent le site de l'OTAN, puisque le site de l'OTAN explique clairement que cet engagement a été donné aux Russes pour les tranquilliser. Donc il a menti. Oui, il a menti. Et c'est l'objet principal de votre plainte. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si à ce moment-là il avait dit... alors, il y avait 2 possibilités. Soit il disait oui, effectivement, il y a eu des accords comme cela, mais c'est en 1990, le monde a changé, etc., etc. Ok, mais on aurait le même résultat aujourd'hui. Mais ce serait pas un mensonge. Vous voyez? Là, lui, il a dit non, ça n'a jamais existé. Et en fait, maintenant, le fond du problème, c'est que s'il avait dit à ce moment-là, oui, ça a été, nous nous sommes engagés, donc je pense que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, ça c'est un signe de désescalade immédiat. Les Russes se seraient précipités dessus, parce que ça, on peut en parler si vous le souhaitez, mais en fait, les Russes n'ont pas intérêt à faire de guerre. On oublie juste moi, je me souviens au début de l'opération militaire spéciale, de la guerre, enfin, je veux dire, même s'il a appelé ça opération militaire spéciale, c'est une guerre. On nous disait, enfin, dans les médias, les gros médias, nous disaient, mais les experts de plateau nous expliquaient que la Russie va envahir l'Allemagne, alors la Pologne, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne. Mais je rappelais, donc je voyais des personnes qui étaient effrayées en disant, oh là là, mais on va être, il faut vite déclencher la guerre contre la Russie, il faut que ces pauvres Ukrainiens, etc., continuent de se battre. Et je disais, mais quelle est la population de la Russie ? 150 millions? Oui, vous la savez, mais malheureusement, beaucoup de personnes ne la connaissaient pas. Donc, si vous additionnez la population de la France et de l'Allemagne, eh bien, nous arrivons globalement à 150 millions. Juste l'Allemagne et la France, on est déjà à 150 millions. La population de la Russie, il faut ajouter la Pologne, qui a une des armées les plus puissantes d'Europe aujourd'hui, et puis les autres pays, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, enfin tous les pays européens, ça fait du monde quand même, ça fait du monde. Et en plus, la Russie a un pays, la Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés.
Oui, Vladimir Poutine a déjà un territoire assez hostile à administrer, ce qui est déjà assez compliqué en soi. Il a déjà un territoire, parce que hostile, ça je ne sais pas s'il est hostile, mais en tout cas il a... Hostile et riche. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on l'ignore, mais une fois, en tout cas, moi j'ai entendu le dire une fois, il avait dit, mais un pays comme la Russie devrait compter 500 millions d'habitants. Oui, en fait, c'est un pays qui fait 34 fois la France. 33 fois, la France métropolitaine, parce qu'on n'oublions pas nos amis d'outre-mer. Et donc, c'est un pays qui fait 33 fois, à peu près la superficie de la France, mais il y a des étendues sauvages sur des centaines de kilomètres. Vous ne croiserez personne. Oui, quand je disais hostile, c'était surtout en termes de climat. Oui, oui, déjà, mais par exemple, même dans les... Alors, vous faites notamment référence à la Sibérie, et c'est normal, puisqu'elle occupe une large partie de la Russie. Mais même dans des zones plus au sud, par exemple, du côté de Rostov, il y a d'immenses propriétés agricoles qui ne sont pas vraiment exploitées. Enfin, il y a d'immenses terrains qui sont pas exploités. Donc, oui, ils ne sont que 150 millions. Et puis, on oublie, mais il y a 11 fuseaux horaires en Russie. Ça veut dire qu'à Vladivostok, donc du côté du Pacifique, ils vont se coucher quand ils se lèvent à Moscou. Donc... Au fond, le rêve de Vladimir Poutine et de la Russie, c'était d'entrer dans l'OTAN, et ça leur a été refusé. Je ne crois pas que c'était le... En tout cas, ils ont fait la demande et ils ont eu une fin de non-recevoir. Oui, alors, effectivement. Mais, en fait, pourquoi les États-Unis ne pouvaient pas dire oui à l'entrée de la Russie dans l'OTAN? Parce qu'en fait, ça aurait été la preuve que l'OTAN ne servait plus à rien. C'est une machine de guerre, donc. C'est clairement une machine de guerre. Alors, évidemment, ça... Vous voyez, c'est... Pardon, excusez-moi. L'OTAN est peinte comme vous voyez, en fait, elle est peinte comme une princesse avec des bijoux. Enfin, il n'y a qu'à lire c'est la démocratie, la liberté, etc., etc. Oui, la liberté, la démocratie, etc., etc. Quand on est capable de mentir à la face du monde, en sachant que ça va déclencher une guerre, parce que ce que je n'ai pas dit et que je vais ajouter à l'instant, et vous allez voir le cynisme de l'OTAN via le porte-parole et secrétaire général qui est Jens Stoltenberg, le 17 septembre 2023, il explique, donc il est devant le Parlement européen, enfin c'est des sous-commissions, enfin il y a une commission et une sous-commission, enfin c'est devant le Parlement européen, et il déclare, il dit oui, effectivement, Poutine avait envoyé une proposition de traité en décembre. Nous savions que c'était une condition préalable pour ne pas envahir l'Ukraine. Et bien sûr, nous n'avons pas signé ça. Je le répète parce que, d'ailleurs dans la plainte, je reprends le texte en anglais parce qu'il le dit en anglais. Il dit, effectivement, le président Poutine avait envoyé une proposition de traité. Nous savions que c'était une condition préalable pour ne pas envahir l'Ukraine. Bien sûr, nous n'avons pas signé ça. Alors, qu'il ne le signe pas, oui, mais qu'il n'en ait pas discuté, et je dirais même pire, qu'il ait rompu les négociations, en fait, il a craché sur les Russes à la face du monde en disant que qu'il n'y avait jamais eu d'engagement de l'OTAN de ne pas s'étendre vers la Russie. Or, en plus, là, il viole l'article 33 de la Charte des Nations Unies qui dit que, en fait, pour comprendre, en fait, la Charte des Nations Unies, la paix, la paix, la paix. Elle tourne autour de ça. Et l'article 33 dit que tout doit être fait, même par voie d'enquête, pour arriver à la paix. Donc, admettons que ce monsieur, qui est, donc, effectivement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ancien Premier ministre de la Norvège, qui
est secrétaire général de l'OTAN depuis 2014. Donc en 2022, ça fait 8 ans. Qu'il est président, il y a un conseil qui s'appelle le Conseil OTAN-Russie. C'est lui qui est président du côté de l'OTAN, du Conseil OTAN-Russie. Donc si ce monsieur nous dit aujourd'hui que non, mais il ne savait pas que des engagements avaient été pris, alors que le propre site de l'OTAN, comme je le démontre dans la plainte, prouve qu'il y a bien eu ces engagements. Donc en fait, comme je le disais, il aurait pu utiliser l'article 33 de la Charte des Nations Unies, procéder à une enquête. C'est-à-dire, ok, les Russes disent depuis 1990, donc ça fait quand même 32 ans en 2022, que des engagements ont été pris. C'était pas uniquement des promesses, eux ils parlent d'engagements. Donc il aurait pu, par exemple, demander. Alors en Angleterre, il y avait John Major, qui était à l'époque, qui était Premier ministre et qui était là, qui est toujours de ce monde. Et puis plus proche tout aussi proche, il y a Roland Dumas. Roland Dumas, d'ailleurs, qui parle couramment russe, couramment allemand aussi, a participé à toutes ces discussions, à tous ces engagements qui ont été pris. Et donc, en fait, c'est un des articles supplémentaires que l'OTAN a violé. En fait, ils auraient dû, justement, quand on lit leur charte ou quand on lit celle des Nations Unies, on voit bien que tout doit être fait pour mettre la paix au premier plan. Enfin, je veux dire, de toute façon, il n'y a pas de vie sans la paix. Enfin, c'est tellement évident, il ne peut pas y avoir de quoi que ce soit sans la paix. Donc c'est normal que les institutions internationales se focalisent sur cette question. Or là, clairement, et encore une fois, c'est l'objet de la plainte contre lui, parce qu'il avait le pouvoir d'empêcher cette guerre avec tout ce que ça implique aujourd'hui. Alors l'Ukraine, on peut en parler quelques instants si vous le souhaitez, mais l'Ukraine c'est fini. Ils ont eu, en fait, les hommes de l'Ukraine sont morts. Alors il y a ceux qui des générations de jeunes hommes sont décimés. Alors on ne le sait pas. En tout cas, moi je l'avais marqué dans le livre Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident. C'est très étonnant. Je ne connais pas de pays qui est avec la même structure démographique. Dès la première année de l'indépendance, l'Ukraine a eu un solde démographique négatif. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de décès que de naissances. Alors en 1991, c'est de l'ordre de 25 000 décès de plus que de naissances. Mais en 2021, donc dernière année avant la guerre, entre les décès et les naissances, donc il y a à peu près 300 000 naissances, il y a à peu près 700 000 décès. Donc il y a, je vous donne les grandes figures, ils ont perdu 400 000 habitants. Il y a eu 400 000 décès de plus que de naissances. Donc en fait, globalement, ça correspond, déjà, ils perdent 1% de leur population. Et oui, parce que, en fait, ça, une des explications, c'est que l'Ukraine est une terre d'émigration. Il y a une diaspora ukrainienne, et je parle bien avant la guerre, qui est allée aux États-Unis, le Canada, bien sûr, l'Australie et d'autres pays. La Russie, d'ailleurs. On oublie qu'une des premières destinations des Ukrainiens, c'est la Russie. Et donc, et puis, on nous vante le héros qu'est le président Zelensky. J'ai écrit il y a un petit peu moins d'un an, en avril 2023, un article « Quelle Ukraine soutenons-nous ?» qui montre en fait que l'Ukraine est le pays, les Ukrainiens sont le peuple le plus maltraité d'Europe. Il suffit par exemple de lire, il y a un rapport que produit le département d'État américain, donc peu susceptible d'être anti-ukrainien, qui s'appelle le Trafficking in Persons Report, donc sur les trafics d'êtres humains pays par pays. Ce qu'on lit sur l'Ukraine est effrayant. Donc, par exemple, ils reconnaissent qu'il y a plus de 100 000 enfants qui sont dans les orphelinats, dont on ne sait pas trop ce qui leur arrive. Il y a du trafic humain, trafic d'enfants, pédocriminalité. Bien sûr. L'Office d'immigration considère que il y a 10% des enfants victimes de la traite dans le monde qui viennent d'Ukraine. Et aussi de la GPA.
Oui, bien sûr. Parce qu'elle est autorisée en Ukraine, donc alors ce sont des vrais mafias. Hein. Enfin, les chiffres que nous avons, c'est sur 50 000 € à peu près, c'est le prix d'un bébé. Alors si en plus ils réussissent à faire accoucher l'enfant de l'autre côté de la frontière, par exemple en Hongrie ou en Slovaquie, là le prix est beaucoup plus élevé puisque il a un certificat de naissance de l'Union européenne. Là ça monte à 70 000. Mais on dit que les mères touchent entre 5 et 10 000 €. Donc la différence, ça n'est pas pour elles. Et puis en fait, c'est horrible. Enfin, il y a eu suffisamment de reportages sur ces questions. Elles sont gavées d'hormones. Bah oui, à 50 000 € le bébé, pas question qu'elles le perdent. C'est un. Donc et puis il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire. Les biolabs. Ben, bien sûr. Donc je l'ai publié. J'ai fait un chapitre sur le sujet. Les Ukrainiens étaient le peuple le plus malade d'Europe. Il y avait des flambées de rougeole, alors il y avait des taux de vaccination très élevés, il y avait des flambées de rougeole, mais il y avait alors, ce qui est très étonnant, c'est que on sait qu'il y avait au moins un laboratoire biologique, d'armes biologiques, donc financé par le Pentagone américain, qui travaillait sur les coronavirus de chauve-souris, la transmission de l'animal, de la chauve-souris à l'homme. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit et publié le livre « Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident », donc je fais tout un chapitre là-dessus, parce qu'en fait, c'est très ancien. Ça date pas des Russes. Et en fait, j'ai eu un échange avec quelqu'un qui a de la famille en Ukraine, où ils avaient eu, pendant l'été 2019, donc genre 6 mois avant le début officiel de la pandémie, il y avait des Ukrainiens qui avaient des symptômes ressemblant à ceux du Covid sans qu'on sache pourquoi. Et d'ailleurs, je publie dans le livre un tableau. En début novembre 2019, il y a un programme militaire qui est attribué à une société américaine qui s'appelle, alors je me souviens plus, je crois que c'est 300 000 ou 500 000 $, mais le programme s'appelle Covid-19. Alors, quand même très étrange, puisque ce n'est qu'au mois de février 2020 que l'OMS va donner ce nom de Covid-19 à ce que nous savons, mais peut-être l'effet d'une coïncidence, ça on ne sait jamais, mais il y a des recherches qui s'appellent Covid-19 en Ukraine en novembre 2019 et dans des laboratoires qui travaillent sur la transmission d'un virus de chauve-souris à l'homme. D'ailleurs, c'est juste ahurissant. Enfin, ces virus n'étaient pas transmissibles à l'homme, et puis on découvre que le Pentagone, mais également les autorités américaines, donc le docteur Fauci, ont fait développer des gains de fonction pour rendre ces maladies transmissibles à l'homme. Alors on nous dit oui, mais c'est pour les protéger, pour générer des vaccins, etc. Mais on n'a pas besoin de vaccins si ces maladies ne sont pas transmissibles, si on ne rend pas ces maladies transmissibles à l'homme. Et tout ça, c'est fait avec les impôts, évidemment, du public américain, enfin du contribuable américain. Le président de l'Ukraine n'est peut-être pas forcément très populaire, donc ce Volodymyr Zelensky. Et dans sa dernière interview, Tucker Carlson, donc qui interviewe Vladimir Poutine, on entend le président de la Fédération de Russie, donc Poutine, évoquer un coup d'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez dire en Ukraine, quand il a pour placer Zelensky. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, coup d'État, c'est facile de dire non, puisqu'il a été élu démocratiquement. Donc, mais en France, nous pouvons dire la même chose. Monsieur Macron a été élu démocratiquement. Après, est-ce que il y a on va dire, une ingénierie sociale qui a été mise en œuvre? Incontestablement, oui, puisque vous le savez, Volodymyr Zelensky, avant de devenir président, joue le rôle d'un président honnête qui lutte contre la corruption, et c'est magnifique. Ça, j'avoue qu'ils sont vraiment très forts. Le titre, c'est « Serviteur du peuple ». Je ne suis pas sûr aujourd'hui que cette série est un grand succès en Ukraine. C'est un ancien acteur.
Ancien acteur, il a simplement changé de scène. La scène politique. Oui, c'est ça. Avant, il le faisait dans des théâtres, maintenant, il le fait à la présidence de l'Ukraine. Et puis, dans toutes les scènes du monde, et Dieu sait si on lui a ouvert des portes, même le Festival de Cannes, même l'université du MEDEF. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que, à ma connaissance, en tout cas au moment de Zelensky Mania, ce qui m'a étonné, c'est que ce soit l'Académie des Oscars aux États-Unis qui ait refusé une intervention en direct du président Zelensky. Et d'ailleurs, l'acteur Sean Penn a dit, il a menacé il a dit que ça avait été la décision la plus, je sais plus quoi, des Oscars. La plus idiote? Non, c'était la plus critiquable. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Qu'il allait faire fondre ses statues en or qu'il avait reçues. Il en avait 2. À ma connaissance, il y a d'autres décisions qui peuvent étonner dans l'histoire des Oscars. Et puis, il n'a toujours pas fait fondre ses statuettes. Vous pourriez nous parler des liens de ce monsieur Stoltenberg, pour revenir à lui, de ses liens avec le Forum économique de Davos, notamment Gavi, et les questions du réchauffement climatique? Oui, alors, il a effectivement été Premier ministre de la Norvège pendant près de 10 ans. À la base, donc il a une formation d'économiste, il a aussi été journaliste. Et donc, en fait, il a eu, avant d'être secrétaire général de l'OTAN, il a été au conseil d'administration du Gavi. Vous savez, l'alliance qui veut vacciner toute la Terre et qui est financée par Bill Gates. Et donc, dont on peut se poser la question des intérêts, puisqu'on sait que Bill Gates, qui veut faire vacciner toute la Terre, a des intérêts dans des laboratoires, dont quasiment la plupart des gros laboratoires pharmaceutiques. Donc, Jens Stoltenberg était membre du conseil d'administration, et puis il a été également ambassadeur de l'ONU pour le dérèglement climatique. Donc, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il est dans tous les bons coups de Davos. Le climat, la vaccination, la guerre en Ukraine. Alors, à mon avis, quand est-ce qu'on va le voir au conseil d'administration de sociétés qui produisent des insectes pour nous nourrir? Donc, plus que ça. Exactement. Minsk 1 et 2, vous parlez d'une arnaque? Non. Non. Escroquerie. D'accord. C'est un escroquerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous le savez, Angela Merkel s'est exprimée. Enfin, c'est juste merci Angela, au moins d'avoir été franche, parce que du coup, c'est édifiant au sens d'édifier. Ça nous incroyable. Instruit. Elle a dit, je le rappelle, que les accords de Minsk qui étaient faits pour mettre en place la paix entre le Donbass et le reste de l'Ukraine, en fait, visait à donner du temps à l'Ukraine pour s'armer. Mais les accords de paix, tout ça, non. Et en fait, en parlant clairement, d'ailleurs, le président Poutine a compris qu'ils avaient été grugés, parce que eux croyaient qu'il y avait une vraie volonté de paix de la part de l'Occident. Puis ça a été confirmé par François Hollande. Oui, bien sûr. Alors, il s'est fait piéger par des humoristes russes, par un faux président Porochenko, et il a confirmé effectivement que Angela avait eu raison de le dire, parce que c'était vrai. Ils avaient voulu donner du temps à l'Ukraine pour s'armer. Selon les conditions de l'OTAN. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis très heureux de te voir, cher François. Comment vas-tu, mon ami? Bonjour, Petro. Je vais bien mieux que, hélas, la situation en Ukraine. Je suis bien sûr tout ce que vous faites sur place et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. Au fait, comment va-t-il, mon ordre de la liberté? J'espère que tu le portes. Oui, je le porte et je suis fier de le porter dans le contexte que nous connaissons. Mon soutien à l'Ukraine est total et je fais en sorte, partout où je peux m'exprimer, de
demander que l'Ukraine puisse disposer des armements qui lui sont nécessaires. À ma connaissance, tu as rencontré Emmanuel récemment. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il en pense dans l'ensemble? Emmanuel Macron a été longtemps dans l'idée qu'il pouvait jouer un rôle pour une négociation entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience que cette position-là était intenable. Deuxièmement, il a dit qu'il était prêt à fournir des armements, que l'Ukraine en consommait beaucoup, mais qu'il était important de lui en fournir et que nous sommes sans doute dans une guerre longue. Il a aussi convenu que Poutine, en ce moment, ne pouvait pas être un interlocuteur. Oui, je sais que l'artillerie, les chars, mais en ce qui concerne les chasseurs, je sais que la Grande-Bretagne veut déjà fournir des avions. Pour toi, est-ce que Macron va nous fournir des F-16 que nous demandons et des armes à longue portée? Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement, de formation ou des pièces de rechange compliquées. Donc tout ce qui peut être un matériel immédiatement disponible pour résister à l'offensive russe, c'est ça qu'il faut demander aussi bien au Premier ministre britannique qu'aux pays européens. Et de les livrer massivement et pas simplement au compte-gouttes. Et plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Ah, mais en fait, je pense que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre le monde occidental et le monde russe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que de l'issue de la guerre en Ukraine va dépendre un nouvel équilibre du monde. Si l'Ukraine gagne, ce que je souhaite de tout mon cœur, il y aura nécessairement pour les régimes autoritaires un coup d'arrêt, aussi bien pour la Chine vis-à-vis de Taïwan que pour d'autres pays qui sont tentés, comme l'Iran, d'aller plus loin, ou même la Turquie, même si la Turquie aujourd'hui est dans une autre situation. Donc, il est très important que la victoire revienne à l'Ukraine, non pas simplement parce que ce seraient des territoires que l'Ukraine reprendrait, qui lui appartiennent. C'est pour ça que la demande des Ukrainiens sur le plan militaire ne peut pas être simplement pour gagner quelques kilomètres carrés. Il faut vraiment que ce soit une offensive qui permette d'infliger à Poutine une vraie défaite. Mais dans ce cas-là, tu es d'accord qu'aujourd'hui la France, comme l'Union européenne, elle participe également à cette guerre, bien qu'à leur propre niveau? Oui, ils ne veulent pas être belligérants au sens où la Russie pourrait prendre prétexte de leur soutien pour agir sur un pays européen voisin et entraîner le monde dans une guerre qui irait au-delà de l'Ukraine. Mais sans être belligérants, ils sont, comme tu l'as dit, participants. Mais nous, en fait, comme tu le comprends, actuellement, l'Ukraine mène cette lutte pour l'ensemble de l'Union européenne. Oui, je partage ce point de vue. C'est pour ça que les demandes ukrainiennes à l'Union européenne doivent être fortes, sérieuses et suffisamment ciblées pour aider au maximum l'Ukraine. Il y a l'aspect politique, c'est un point important. Donc, ce dont vous avez besoin, ce sont les avions F-16, ce sont des avions américains. Et la formation des pilotes peut être assurée par d'autres que les Américains, puisqu'il y a des pays qui utilisent des F-16. Et une autre question qui me préoccupe. Penses-tu que l'Europe va tenir le coup? À quel point elle va résister? L'Europe a été très durement touchée, notamment par les sanctions anti-russes. Les tarifs en Europe, comme me le disent mes amis, mes nombreux amis, ont augmenté. L'inflation a également augmenté à présent. Et l'Europe sera-t-elle en mesure de faire la guerre à la Russie sur le plan économique maintenant? Dans quelle mesure elle va tenir? Oui, cette question, je me la suis posée au début du conflit quand les prix du gaz et de l'énergie ont flambé en Europe. Ça, c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas utile de faire une réforme des retraites en ce moment quand il y a une guerre aux portes de l'Europe qui devrait nous mobiliser. Mais comme tu l'as dit, je ne suis plus au pouvoir
Et donc, s'il n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait que le sujet de notre propre sécurité, de celle de l'Ukraine et de la lutte contre l'inflation qui aurait été posée. Et les médias font leur travail en France et il y a encore beaucoup de sujets d'actualité qui portent sur l'Ukraine dans les journaux télévisés. Mais j'ai une autre question, probablement la principale. Il est maintenant question d'un accord de paix. Monsieur Macron dit que nous devrions nous asseoir à la table des négociations, le chancelier Scholz en parle également, les États-Unis sont bien sûr contre. La question est donc, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous nous asseoir à la table des négociations maintenant? Aujourd'hui, une négociation avec Poutine aboutirait au statu quo. Donc, tant que l'Ukraine veut poursuivre le combat, tant que l'Ukraine se met en situation de faire reculer les Russes, il ne peut pas y avoir de négociation. Ça veut dire, cher François, tu penses que nous devrions les expulser de la Crimée et du Donbass, et ensuite seulement pour parler de paix? Oui, parce que je ne vois pas que dans une négociation, Poutine pourrait accepter en termes de retrait de ses forces du Donbass et a fortiori de la Crimée. Donc toute la question, c'est de savoir si l'Ukraine, avec les aides qui peuvent lui être apportées, a les moyens militaires de faire reculer Poutine. Si elle ne les a pas, ces moyens militaires, alors oui, la négociation est nécessaire, mais nous devons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, je pense. Il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. À propos des pourparlers de paix, je vais être honnête maintenant en ce moment. Les accords de Minsk étaient à l'origine désavantageux pour l'Ukraine, malheureusement. Bien sûr, nous n'aurions pas dû accepter les plans de Poutine de négocier avec les séparatistes. C'est notre faute. À Minsk, comme tu t'en souviens, nous n'étions pas autorisés à dormir ou à manger. Et nous avons signé ces accords. C'était une torture. Et toi-même, tu te rappelles, tu me persuadais de les signer et Angela disait aussi que ce serait mieux. Eh bien, on peut voir où ça nous a emmenés. Oui, même si dans les accords de Minsk, il y avait l'affirmation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et du contrôle de la frontière qui devait être rétabli. Mais tu as raison, nous nous sommes enlisés après Minsk. C'est la faute, hélas, de l'absence de pression suffisante du camp européen sur Poutine pour qu'il puisse y avoir le retour à l'intégrité territoriale et la fin du séparatisme. Et puis, il y avait des difficultés propres à l'Ukraine que tu as connues, d'une difficulté d'avoir une majorité sur un certain nombre de textes. Et ça, je pense que ça a aussi été utilisé par Poutine, alors que l'Ukraine n'était pas responsable. Oui, mais si tu t'en souviens, il fallait d'abord parler aux séparatistes, se mettre d'accord sur des élections, puis organiser les élections, et enfin reprendre la frontière. Nous aurions dû insister pour que nous reprenions la frontière d'abord, et ensuite organisions les élections. Malheureusement, on a eu tort sur ce point, et Poutine en a profité. Bon, alors donc, la solution pour l'instant, elle est militaire, elle n'est pas diplomatique. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens et leur résistance. Moi-même, j'aurais sans doute à venir en Ukraine un moment ou un autre, mais pour l'instant, je pense que c'est à vous de
faire en sorte de nous défendre, parce que c'est vous qui nous défendez aujourd'hui. Je vais juste, excuse-moi François, juste aborder quelques autres brefs sujets. Je peux dire que la seule chose où nous avons réussi à dépasser Poutine, à part les accords de Minsk, c'est l'année 2013, lorsque nous avons réussi à chasser Yanukovych et à faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, je pense que tu as joué un rôle très important à ce moment-là. Je me souviens encore quand tu es venu à l'Élysée avec Bernard-Henri Lévy et que tu étais accompagné par Klitschko. Et c'était au tout début du processus. Et si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait pas eu Biden, il n'y aurait pas eu la victoire que vous avez obtenue en chassant Yanukovych. Donc, ce rôle historique qui a été le tien est très important à rappeler. Très bien, Président. Merci pour cette conversation. Je te souhaite le meilleur. Restons en contact et bien sûr, je t'attends à Kiev. C'est plus ou moins sûr là-bas maintenant. Bah, écoute, ça sera avec plaisir que je me rendrai auprès de toi et auprès des autorités ukrainiennes pour vous témoigner de mon amitié et avec toi de mon meilleur souvenir de tout ce que nous avons fait ensemble. Merci, Petro, et à bientôt à Kiev et j'espère un jour à Paris. Au revoir. Afrique Média, le monde, c'est nous. Sans l'OTAN, ce serait un pays, je l'ai déjà dit, enfin, ce serait si l'Ukraine s'était développée comme tout pays qui est soucieux de sa population, ce serait un pays riche, où il ferait bon vivre. Et prospère. Oui, et ils auraient encore la Crimée et ils auraient encore le Donbass. Vous dites par ailleurs que Trump a signé un accord autorisant l'utilisation d'armes létales en Ukraine. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte cela s'est passé et quand précisément? Alors, en fait, vous me donnez une opportunité et je vous en remercie. J'entends que le président Trump, en fait, c'est quasiment, c'est saint, hein, c'est Saint Trump. Enfin, oui, alors on nous explique, oui, non, mais vous comprenez, il n'a pas déclenché de guerre. Alors, d'accord, en fait, il n'a pas déclenché de guerre, mais n'empêche que l'armée américaine, sous son mandat, continuait de voler le pétrole syrien. Sans mandat de l'ONU, sans aucune raison de quoi que ce soit. Et j'avais vu les chiffres par le ministère du pétrole syrien, c'était 66 000 barils, globalement c'est 200 millions de dollars par mois, qui sont volés aux Syriens. Ensuite, je rappelle que oui, il a donné son accord pour vendre des armes létales à l'Ukraine. Alors en même temps, elle se fournissait au Canada, mais c'est pas tout à fait pareil. Et puis j'en profite aussi pour rappeler à tous ceux qui soutiennent le président Trump qu'il a intensifié la mise à mort de Julian Assange. Il n'y a pas d'autre mot. En augmentant le nombre de chefs d'accusation. Oui, c'est ça. Il aurait pu le gracier avant son départ. Il ne l'a pas gracié et au contraire, ils ont augmenté. Donc c'est une infamie, c'est une honte pour l'humanité. Donc qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui qu'il faut soutenir Trump, parce que Trump ou Biden, franchement, d'ailleurs, on n'a pas le temps, mais je pense que l'élection, ce sera pas celle-ci. Ce sera pas Biden contre Trump. Mais nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler, mais... Nous nous retrouverons pour en parler, bien sûr. Pour finir cette interview, en parlant d'élections, pourriez-vous me parler de la dernière sortie d'un jeune politicien qui monte, qui semble être approuvé par le système médiatico-financier? Je veux parler de Jordan Bardella, sur la Russie et l'Ukraine. Il a donné des... lui, il peut être nommé directement secrétaire général de l'OTAN en remplacement de Monsieur Stoltenberg, parce que c'est peut-être ce qu'il cherche d'ailleurs, je ne sais pas, puisque Stoltenberg va quitter ses fonctions au mois d'octobre, normalement. Donc si Jordan Bardella voulait être le nouveau secrétaire général de l'OTAN, bravo, parce qu'il a expliqué que la seule façon d'arriver à la paix en Ukraine, c'est que la Russie rende la Crimée, rende le Donbass, et rentre chez elle. Alors, soit il est... Je ne ferai pas de commentaires, puisque forcément nos spectateurs qui regarderont notre échange vont se dire, mais attends, les Russes vont rendre la Crimée,
vont rendre le Donbass et vont rentrer chez eux comme ça. Allez-y les gars, faites venir même l'OTAN, créez des bases militaires autant que vous voulez, puis même des bombes nucléaires, parce qu'on oublie qu'il y a des bombes nucléaires en Europe, américaines, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, bon, il y en a aussi en Turquie, et il y en a probablement en Angleterre. Donc, oui, faites venir des bombes nucléaires en Ukraine. Ça n'est pas réaliste. Problème. Non, c'est n'importe quoi. Pour finir, votre plainte, elle part quand? Elle est déjà partie. Très bien, nous attendons le résultat et vous serez à nouveau invité sur Tribune Libre. Je vous remercie infiniment, Monsieur Patrick Pazin. Merci Stéphanie pour votre accueil. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça.